Le journal du festival, réalisé par Baptiste Bozon, vous est présenté par Denvel Ramalingom et Gaspard Laniel. Bonjour et bienvenue à Mouansartou pour la dernière journée du 36e Festival du Livre. Si on a appris à dessiner la paix tout au long de ce festival, c'est bien parce qu'avant, on nous a raconté la guerre. Le reporter Patrick de Saint-Exupéry nous explique le rôle clé des journalistes sur les théâtres de guerre. Christine O'Krent revient sur le devant de la scène avec un nouveau livre dans lequel elle nous décrit un drôle de personnage, le président chinois Xi Jinping. Il a le pouvoir absolu. Qu'on voit que des gens disparaissent, le ministre de la Défense a disparu, le ministre des Affaires étrangères aussi. L'empereur et les milliardaires rouges, on en parle avec Aurélien Dufour et Christine O'Krent. Une actualité qui concerne particulièrement les libraires qui sont d'ailleurs nombreux sur ce festival. Une augmentation des frais de port sur les achats de livres neufs en ligne semble favoriser les librairies. Et parce que le Festival du Livre de Mouansartou c'est pour tous les âges, on a été s'intéresser à la pratique de la lecture chez les jeunes de 8-12 ans, eux qui ont la fâcheuse habitude de préférer les écrans à la littérature. Raconter la guerre, c'est le titre du nouveau livre du journaliste Patrick de Saint-Exupéry. Un recueil, 3 articles, Ukraine, Afghanistan, Rwanda, et pour lui, en tant que journaliste, se rendre sur les théâtres de guerre est essentiel. Être témoin, être là au moment où les choses se passent, quelque chose d'extrêmement important. Les journalistes sont les historiens du présent, de l'instant. Et ce témoignage, le témoignage que peut apporter une partie qui n'est pas prenante à un conflit, peut être parfois déterminant. Sans cette présence, l'histoire peut être très difficilement racontée. Au Rwanda, les journalistes vont accomplir un travail extrêmement important dans la documentation qui va être faite ultérieurement de la réalité du génocide. Je parle du Rwanda, mais c'est le cas sur nombre d'autres conflits. Un reportage signé Lucie Verdier. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver Patrick de Saint-Exupéry à 12h30 sur la scène littéraire Espace A. C'est une nouvelle enquête d'envergure que Christine O'Krent présente aujourd'hui. L'empereur et les milliardaires rouges expliquent comment Xi Jinping a repris le contrôle de l'économie chinoise et recadré les milliardaires après 30 ans de prospérité. Oui, exactement. Dans son livre, Christine O'Krent raconte comment des entrepreneurs dans plein de secteurs se sont enrichis grâce à l'ouverture de la Chine au capitalisme dans les années 80. Le domaine phare, c'est l'immobilier. Dès 1988, la petite île de Hainan, au sud du pays, au large du Vietnam, est prisée par les promoteurs immobiliers. Les appartements sont vendus avant même que les immeubles ne soient construits. Une telle effervescence est synonyme de profit pour les entrepreneurs évidemment, mais aussi pour les hommes politiques. La corruption se répand tant la frontière entre le privé et le public est floue. Mais à son arrivée au pouvoir, Xi Jinping siffle la fin de la récré ? Oui, dès 2012, Xi Jinping lance une véritable chasse aux politiques corrompus qu'il appelle les mouches, les tigres et les renards. En 10 ans, entre 6 et 11 millions de membres du Parti communiste sont exclus. Des milliardaires voient leur business s'effondrer car empêtrés dans des scandales de corruption. Et cela n'est pas sans conséquence sur l'économie chinoise. Cette mainmise du parti effraie les consommateurs et les investisseurs. La consommation stagne, les investissements étrangers diminuent, l'économie chinoise est à l'arrêt. Mais Xi Jinping se retrouve confronté à un jeu d'équilibriste entre développement économique et prime à l'idéologie. Pour celui qui est arrivé au sommet du parti, la priorité absolue, c'est la survie du parti et sa toute-puissance. Et donc c'est ainsi qu'on a vu Xi Jinping mener un certain nombre d'actions qui ont démantelé des secteurs entiers de l'économie. Il a le pouvoir absolu. Qu'on voit que des gens disparaissent, le ministre de la Défense a disparu, le ministre des Affaires étrangères aussi. Simplement, au nom de la prospérité commune, Xi Jinping donc essaye de limiter le pouvoir des ultra-riches, mais il a en même temps besoin de ses chefs d'entreprise pour dynamiser l'économie chinoise. Pour redynamiser l'économie chinoise, cela passe par l'emploi. Or, 21% des jeunes sont au chômage à leur sortie de l'université. Sa rigueur journalistique a fait de lui la tête de proue d'un des médias indépendants les plus importants du pays. Edoui Plenel, cofondateur et président de Mediapart, est présent sur le festival. Se tenir droit, 12 portraits pour une politique sensible, c'est le titre du livre qu'il présente aujourd'hui. Pour le rencontrer, rendez-vous à 17h au parc du Château. Un peu plus de 2 mois, c'est le temps qu'a passé le journaliste Claude Hardy au cœur de la brigade pour mineurs de Marseille. Des affaires sensibles, une équipe chaleureuse mais usée, un manque de moyens. L'auteur rapporte ses observations dans son nouvel ouvrage « Les enfants du purgatoire ». Mais quelles étaient les conditions de son immersion ? Et je me posais sur un canapé dans le bureau des enquêtrices et je ne disais rien. C'est-à-dire que j'assiste à l'audition, j'étais très proche et des agresseurs et des victimes. J'étais parfois même coincé, il y avait des moments où j'avais envie de sortir du bureau tellement c'était tendu.
Mais je ne pouvais pas déranger le déroulement de l'audition. J'étais dans mon coin et je grattais, je faisais des petits dessins sur des affaires de viol incestueux. J'ai pleuré 2 ou 3 fois dans mon coin et je détournais la tête pour ne pas être remarqué ou par l'agresseur ou par la personne qui avait été agressée. Propos recueillis par Eulalie Merel. Et pour plonger vous aussi dans la réalité de la brigade des mineurs, 2 possibilités. Le livre, en vente espace littérature au stand A033, ainsi qu'un débat animé par 2 agents de la brigade de Claude Hardy à 17h au cinéma de l'Astrada. La vie de Gisèle Halimi racontée en BD. C'est le défi relevé par Annick Cogent et Sophie Couturier. Comment ont-elles fait pour raconter le parcours de la militante féministe en dessin ? De la pudeur et du réalisme, voilà le juste équilibre qui fait la particularité de la nouvelle édition du roman autobiographique de Gisèle Halimi. Adaptée en roman graphique, l'œuvre ne laisse pas indifférente cette étudiante niçoise. Le format, il est plus facile, il est adapté pour tout le monde, donc c'est beaucoup plus intéressant. Les images nous parlent beaucoup mieux en plus. Cette réédition, qui vise à attirer un public plus jeune, a nécessité beaucoup de réflexion pour sa dessinatrice Sophie Couturier. Raconter les violences subies par les victimes défendues par la célèbre avocate demande une approche pointue. Les 2 jeunes femmes d'Aix-en-Provence étaient violées toute une nuit, battues, menacées de mort toute une nuit par 3 individus. Eh bien, on les voit le lendemain matin avec des écorchures, elles vont témoigner, etc. Et elles vont rencontrer Gisèle et elles expliquent ce qui s'est passé. Et donc, on laisse beaucoup la place aux mots. Et dans le dessin, on a vraiment eu la volonté que Sandrine Revel, qui est très subtile dans ses traits, puisse le traiter avec une certaine pudeur et que les choses soient quand même montrées parce qu'il ne faut pas masquer. La BD permet d'aller plus loin dans la vie de la femme et dans ses combats. Droit à l'avortement ou reconnaissance du viol comme crime, les dessins offrent une nouvelle dimension à l'autobiographie écrite par Annick Cogent. Et si vous aimez les biographies en bande dessinée, vous pouvez également découvrir Simone Veil ou La force d'une femme, toujours par la plume d'Annick Cogent. Une vie de combat, c'est le titre du film consacré au plus pacifique des combattants, l'abbé Pierre. Et pour cause, même après sa mort, sa fondation continue de lutter contre la pauvreté. Un combat sans fin et surtout une vocation qu'aborde Frédéric Letellier dans son film, projeté cet après-midi à 16h30. La pédagogie a bien évolué depuis la période des coups de règle sur les doigts en classe et aujourd'hui on remet en question la punition. Marie-Jeanne Trouchot, psychothérapeute, présente au festival son livre « Alors si on ne punit pas, on fait comment ?» Un reportage signé Nina Osmond. La recherche en neurosciences démontre que la punition est contre-productive. C'est ce que démontre Marie-Jeanne Trouchot. La punition, ça ne marche pas. Et pourtant, elle est encore utilisée aujourd'hui à la maison et à l'école. On est puni et on fait des lignes. Je suis punie. Je me mets derrière le mur, dans le coin. Mon papa, il tape. J'ai pas de télé et elle me tape. Marie-Jeanne Trouchot explique que la punition peut non seulement freiner les apprentissages, nourrir le sentiment d'injustice, provoquer une perte de confiance en soi pour les enfants, mais elle peut aussi avoir des conséquences plus graves. Et puis l'autre conséquence, c'est effectivement la révolte. Et ce qui est aussi pire, c'est la violence. Soit la violence contre, parce qu'on se révolte contre et puis on a besoin d'exploser contre, soit la révolte contre soi, avec à l'adolescence toutes les horreurs, les scarifications, les tentatives de suicide, le non-respect de soi, parce que justement on se trouve nul. Et ça, c'est gravissime. Et si on ne punit pas, qu'est-ce que les parents peuvent faire ? Et c'est vraiment apprendre à l'enfant et à l'adolescent une méthodologie de réflexion pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions. Que si je lui dis, quand tu veux faire ça, quels sont les freins que tu envisages ? Quelles sont les difficultés que tu peux résoudre ? De quoi tu aurais besoin ? En quoi je peux t'aider ? C'est une méthodologie et là, on n'a pas besoin de punir parce que l'ado ne fait plus de bêtises. Sans punition donc, tout le monde y gagne. Depuis 2019, fessées et gifles sont interdites en France. Les violences physiques peuvent provoquer anxiété et dépression chez les enfants. Une augmentation supplémentaire pour les lecteurs. Recevoir un livre neuf d'internet vous coûtera désormais 3 € de plus qu'en librairie. Cette décision est entrée en vigueur hier par un arrêté gouvernemental. Elle concerne les commandes sur internet inférieures à 35 €. L'objectif, soutenir les ventes en librairie et lutter contre la concurrence déloyale. L'État cible directement les géants de la vente en ligne comme Amazon. Bonne ou mauvaise idée, Nafida Abdillah a recueilli l'avis des libraires mou en soi. Je pense qu'effectivement c'est une solution pour ramener des gens en librairie. Mais d'un autre côté, sanctionner les clients qui n'ont pas accès à des librairies chez eux, à moins de prendre la voiture, c'est pas non plus la meilleure des solutions. Par contre, sanctionner les entreprises, ça me dérange pas. Je pense concrètement que les livres de 3 € de plus sur Amazon ou tout ce qui est cité en ligne, c'est une pure arnaque parce qu'on a justement une loi en France et même au-delà de ça qui autorise
donc la loi Langue qui a été votée en 81 et qui a été mise en application en 82, qui permet à tous d'avoir la loi du prix unique du livre et pour rendre la culture accessible à tous. Ça n'amènera pas forcément des gens en librairie parce que si tu commandes, c'est que tu n'as pas de librairie à côté. Par exemple, j'habite en campagne. Si je commande des livres, c'est que je n'ai pas de librairie à côté et j'ai pas à faire 1 heure de voiture pour aller en librairie, passer 10 minutes ou une demi-heure, bon plus 5 heures, et revenir après chez moi. Malheureusement, c'est une première mesure qui est intéressante pour les libraires de quartier et autres par rapport aux grosses surfaces type Amazon et compagnie. Je ne suis pas sûr que ça fasse une vraie différence dans l'absolu. À mon avis, ça aurait dû être plus marqué ou juste revenir à des tarifs qui soient ceux de la Poste, par exemple. Première vue, non. Voilà, les gens doivent être libres de faire ce qu'ils veulent. Quoi, voilà. On n'a pas obligé les gens à aller quelque part. Quoi, voilà. S'il y a des moyens de distribution, bah, voilà, c'est la vie. Quoi, c'est comme ça. Quoi. Amazon avait déjà de son côté contre-attaqué en déposant en juin dernier un recours devant le Conseil d'État. Celui-ci étant non suspensif, il n'a cependant pas empêché la loi d'entrer en vigueur. On le connaissait en tant qu'humoriste, c'est pour un sujet bien plus profond que Christophe Alévèque fait l'actualité ce week-end. L'enfant qui ne parlait plus, un roman bouleversant qui raconte l'histoire d'un père prêt à tout pour redonner le sourire à son fils, devenu muet après un drame familial. 2 choses sont importantes dans cette 36e édition du festival, la littérature étrangère et la cause des femmes. Vous pouvez remarquer la présence d'un pays en particulier, la Corée, et plus spécifiquement la Corée au féminin. La vision occidentale des Coréennes est-elle plus juste? Quelle place occupent les écrivaines dans cette société asiatique? Audrey Dekina. Si vous imaginez les femmes coréennes comme historiquement inférieures aux hommes, eh bien vous avez tort. La Corée a commencé à faire preuve d'une égalité homme-femme très tôt, sous l'influence de la mentalité bouddhiste. C'est en 1392 que ce contexte disparaît, avec l'arrivée de la dynastie Choson à l'origine des restes conservateurs de la Corée d'aujourd'hui. Comme l'explique Franck Decrescenzo, président de Decrescenzo Éditeur, à l'époque, l'écriture se faisait en mandarin et le contrôle des femmes commençait par celui de l'expression, d'où leur arrivée tardive dans la littérature. Les femmes n'avaient que des langues orales, elles n'étaient pas encore constituées comme un langage écrit. Donc elles devaient maîtriser le langage mandarin chinois pour pouvoir écrire. Techniquement, elles n'étaient pas censées bénéficier de l'éducation, notamment de l'éducation écrite et littéraire. Et le retard pris dans la liberté d'expression des Coréennes se ressent aussi dans leur recherche d'émancipation. J'ai tendance à considérer qu'il y a une forme de décalage dans l'approche féministe qu'on a connu, nous, des combats dans les années 60-70, pendant que leurs combats sont en train de se mener aujourd'hui. Mais malgré le retard, le progrès est bien là. Il faudra encore du temps pour que ça soit vraiment équilibré, mais elles avancent à une grande vitesse aujourd'hui. Les femmes, elles reprennent leurs droits, elles reprennent la parole. Pour en savoir plus sur cette culture pleine de complexité, rendez-vous au stand A027, tenu par Decrescenzo Édition, dans l'espace A. Le festival, c'est aussi pour les enfants, avec une 50aine d'auteurs jeunesse. 4200 écoliers ont traversé les allées ce vendredi. Faustine Bassac, ce n'est pas trop compliqué de faire aimer la littérature aux plus jeunes ? Eh bien écoutez, les chiffres parlent d'eux-mêmes, les 8-12 ans passent près de 4h45 en moyenne devant les écrans. Pour Florence Léa, professeure au collège Lachenay à Moinsartou, si l'on veut faire lire les plus jeunes, il faut prendre en compte leur centre d'intérêt. L'idée c'est de leur faire comprendre qu'en fait les livres, les biens culturels parlent de ce qui les concerne et de ce qui les intéresse. Cet attrait pour la lecture vient souvent dès l'enfance. Emma, maman de Théodore 4 ans, l'a bien compris. Alors nous, tous les soirs, les enfants, ils ont droit à une lecture. Chacun choisit une histoire et après manger, on lit une histoire chacun. Pour Fanny, c'est une manière d'instruire ses enfants. Le grand, il connaît beaucoup d'histoire, la science, etc. parce qu'il lit beaucoup le soir plutôt qu'être devant un écran. Les livres se diversifient. Dans les allées du festival, vous trouverez livres interactifs, livres audio ou les intemporelles bandes dessinées qui continuent de séduire les plus jeunes. Parce que c'est des personnages et parce qu'il y a les bulles et parce que j'aime bien. Alors ne vous inquiétez pas, les enfants qui aiment lire et qui n'ont pas les yeux rivés sur leur smartphone, ça existe et on en a rencontré plus d'un. Moi je préfère lire, j'adore lire. Aujourd'hui, 6 événements sont dédiés à la lecture pour les enfants dans le coin Pitchoun de la médiathèque. Et si vous vous laissiez surprendre par le ballon ovale ? En pleine Coupe du Monde de rugby, l'autrice et illustratrice Mademoiselle Caroline sort une bande dessinée sur le rugby féminin. Protocole Commotion raconte la vie de Malou, 24 ans, qui découvre par hasard le rugby, un sport de brute qui lui permet peu à peu de se libérer de l'emprise d'un mari trop possessif. C'est la fin de ce journal, merci de votre écoute. On vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et à l'année prochaine.